le piège, c'est de se lancer dans des SaaS IA, alors qu'il y a plein de problèmes un peu ennuyeux à résoudre et où tu vas rajouter une petite couche d'IA, ça va être la petite touche en plus, mais quand l'IA c'est ton produit, c'est dur quoi. Et là, dernièrement, j'ai fait un SaaS qui s'appelle Coco AI, un SaaS WhatsApp, et je l'ai revendu il y a 2 semaines. C'est vrai que le call d'email, j'ai envoyé plus d'1 million d'emails uniquement sur le marché francophone. Le marché francophone, il y a 65 000 Shopify, je crois, donc ils ont eu à peu près 15 emails chacun, ce qui est énorme. Je bookais des calls dans tous les sens, quoi. 4-5 calls par jour. Le SaaS, c'est vraiment la solution que j'ai trouvée depuis 2 ans, qui a beaucoup plus d'argent à faire que dans la formation en ligne. Sauf peut-être si tu t'appelles Yomi, effectivement. C'est le meilleur business de loin de tout ce que j'ai fait, en termes de stabilité, en termes de tranquillité. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément de budget, je pense que mettre ses économies pour payer un dev, c'est la pire erreur parce que... Salut Roman, Salut Axel, ça va? ça va super et toi? Ouais, ça va super, merci. Bon, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement quels sont les business que tu as lancés dans ta carrière, où tu en es actuellement, etc. quoi. Ouais, carrément. Donc moi, c'est Roman, j'ai 29 ans, j'ai fait pas mal de choses. Donc j'ai commencé en faisant du freelancing sur Internet, donc il y a 7 ans, 6 ans, 7 ans même maintenant. Donc en fait, j'étais là au début de 5euros.com. J'ai commencé à faire pas mal de trucs dessus au début pour gagner un peu plus d'argent, des fiches produits, etc. Le genre de truc aujourd'hui que tu pourrais faire avec de l'IA hyper rapidement. J'ai vu que ça marchait bien, puis j'ai vu qu'il y avait des petits malins qui vendaient des guides. Je me suis dit, ok, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de vendre des guides parce que t'as pas besoin de le refaire à chaque fois. Donc j'ai vendu pas mal de guides, j'ai fait pas mal d'argent sur 5euros.com, puis ensuite je me suis dit, ok, il y a des groupes 5euros.com, je vais expliquer ce que j'ai fait. Je dirais que les gens étaient prêts à me payer. Donc là, j'ai commencé une communauté qui s'appelait Ecom French Touch. Donc j'ai monté un groupe d'entrepreneurs, j'ai continué le freelancing, j'ai fait de la formation en ligne, beaucoup d'affiliations. J'ai fait ça pendant 4 ans. Ensuite, j'ai lancé un jeu Web3 qui s'appelle MechaChain. Donc que j'ai lancé en 2021. J'ai été pendant 2 ans à la tête du projet et je l'ai revendu. Et là, plus dernièrement, j'ai fait un SaaS qui s'appelle Coco AI, donc un SaaS WhatsApp. Et je l'ai revendu il y a 2 semaines. Là. Euh, et donc, en gros, je suis passé de business plutôt court-termiste, même si pas trop, mais formation en ligne où tu vas pas trop capitaliser sur ce que tu fais, à des business SaaS où tu capitalises sur de la valeur et t'es moins au centre, si tu veux, du business. Enfin, t'es plus remplaçable. Ouais. Et plus t'avances dans le business, enfin moi c'est mon cas, plus j'ai envie d'être remplaçable au bout d'un moment parce que bah je peux pas être tout le temps en front et le business peut pas dépendre que de Ouais, toi. ouais, c'est ça. Bah, il y a pas mal de gars sur Internet, ils ont fait leur personal brand, ils ont vendu des formations, ils ont fait leur premier million ou premier million au pluriel comme ça. Mais sauf qu'en fait, ils peuvent pas revendre. Et du coup, ils se retrouvent dans une situation où après, quand le business commence à décliner, bah, il n'y a plus vraiment de business. Et bah, en fait, Ouais, exactement. En fait, ça commence à décliner parce que tu commences à en avoir marre aussi d'être tout le temps au centre du truc. Il faut faire toujours plus de contenu, toujours plus de ouais. vidéos et toujours plus de concurrence. Euh, et donc ouais, effectivement, au bout d'un moment, c'est pas, enfin, je pense que c'est pas tenable. Et si tu regardes tous les infopreneurs des 15 dernières années, bah t'en as pas beaucoup qui sont encore là. C'est rare. Hein. T'as des gens comme Théophile Ollier Ouais. qui sont très forts et qui sont Il y a encore là. Yomi aussi, mais c'est vrai que c'est plus des exceptions que la norme. Carrément, carrément, parce que c'est super dur. Et donc là se pose la question ensuite de, ben ok, je sais faire plein de choses. Où est-ce que je mets mon énergie pour aller plus loin? Donc voilà. Le SaaS, c'est vraiment la solution que j'ai trouvée depuis 2 ans. Et en fait, il y a beaucoup plus d'argent à faire que dans la formation en ligne. Sauf peut-être si tu t'appelles Yomi, effectivement, Ouais, bien sûr, bien sûr. mais ça reste une personne. Ouais, ouais, c'est clair. Ok. Et du coup, comment t'as eu l'idée de Coco.ai? C'était venu comment? Ouais, bah, Et pourquoi t'as décidé de faire un SaaS qui était dans l'IA? Est-ce que c'était parce que du coup, c'était trendy? Ou est-ce que c'est juste techniquement, en fait, ça faisait une super solution pour ce use case spécifique? ouais, alors t'as les deux en fait. Forcément, quand c'est trendy, c'est plus facile à vendre. C'est comme les NFT, c'est comme tout. Quand tout le monde en veut, bah, c'est plus facile d'être là. Donc oui, l'IA, c'était le mot magique, mais il n'y avait pas que ça. En fait, je me suis dit, ok, sur MechaChain, j'ai géré des équipes, ce que j'avais pas fait avant, donc j'ai pris des compétences en gestion d'équipe, en gestion de dev, et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire dans les SaaS? Donc j'ai fait un truc qu'il faut pas faire.
Je suis allé sur le site de YC, donc Y Combinator. J'ai checké toutes les startups. Déjà, faut pas vraiment faire ça parce que c'est des startups qui ont du potentiel mais qui font pas vraiment d'argent. Du coup, c'est un mec qui met enfin, c'est YC, Y Combinator, qui met des tickets dessus. Donc, c'est un peu comme des tickets de loto. Puis, de temps en temps, il y en a un qui est ticket gagnant. Et donc, tu peux pas vraiment dire, je vais copier une boîte parce que il y a 99% de chances que tu sois pas le ticket gagnant. Et donc, j'ai trouvé une boîte qui s'appelait OneText. Et en gros, leur promesse, c'était, tu peux vendre par SMS en tant que e-commerce, juste en disant oui. Donc, en gros, moi, je te dis, Axel, est-ce que tu veux mon nouveau canapé, si je vends des canapés? Tu me dis oui, bah c'est bon, t'as pas besoin de sortir ta carte, quoi que ce soit, j'ai déjà tes infos bancaires durant un achat précédent, et bah toi, t'as rien à faire et tu reçois ton canapé chez toi. Et donc, c'est vachement intéressant pour du consommable. Par exemple, si tu fais de la muscu, euh, bah, ça fait 2 mois que t'as pas commandé, ton pot doit être vide, dis-moi oui, et le mec dit oui, machin. Donc, on lance ça sur le marché européen, et on se rend compte que personne n'en veut, en fait. Euh, les e-commerçants veulent pas tester le système parce qu'ils ont peur. Et les seuls qui testent, bah, les clients, ils hurlent au scam, quoi, en disant mais j'ai pas sorti ma carte, j'ai juste dit oui. Et donc ça marche pas. Et on se dit ok, comment est-ce qu'on tourne le truc? Donc déjà de SMS, on est passé à WhatsApp parce qu'en Europe il y avait WhatsApp qui montait. Et on s'est dit, OK, on va pas faire du text to buy, on va tout simplement faire du conseil de vente dans WhatsApp. Donc il y avait déjà des chatbots AI qui poussaient pas mal. Et en fait, ça a pris direct, quoi. Et on s'est dit, bah, on va reprendre tout ce que fait le SMS, mais en mieux dans WhatsApp. Donc du panier abandonné, de la relance, euh, de la confirmation de commande, enfin tout ce genre de trucs. Et ça a direct accroché et on est arrivé sur une vague où tout le monde voulait du WhatsApp. Mm. Donc c'était facile à vendre en fait. Mm. Il suffisait de montrer le produit à quelqu'un et il le voulait, en gros. Et aussi, ce qui est intéressant avec ce genre de produits, qui sont un peu B2B, c'est que c'est directement connecté à l'argent que la personne va gagner, en fait. Et je trouve que c'est extrêmement important qu'on fasse un SaaS B2B. Je pense par exemple à un SaaS que j'avais utilisé à l'époque de Tuganai pour réduire le churn. En fait, c'était un SaaS, tu le connectais et quand la personne cliquait sur le bouton désinscrire, ben, ça faisait ça proposait des offres. Par exemple, reste un petit peu plus, on te fait moins 50%, ou alors tu as 3 mois gratuits, ou alors tu peux mettre en pause. Enfin, en fonction de ce que la personne répondait, il y avait différentes offres qui s'affichaient. Et en fait, ce qui est cool, c'est que littéralement, ça me rapportait plus que ce que ça me coûtait. Ouais. Et donc, dans ces cas-là, en fait, il n'y a aucun churn, parce que évidemment que je vais rester. Ça me gagne de l'argent, je ne vais pas partir. Et En fait, les seuls churn que tu as quand tu as ce genre de business, c'est bah, le mec il arrête son business, quoi. Ou son business marche pas. ouais. Mais effectivement, quand tu vends le billet de 50 euros à 25 euros, bah voilà, c'est la formule magique. Et ça fonctionne très bien. Et sur Coco AI, c'était ça. Ben, les gens, ils se posaient même pas la question. Ils ouvraient leur dashboard, ils voyaient des chiffres de dingo. Ça leur coûtait 150 euros par mois. Il y a zéro intérêt de partir. Euh, les autres trucs qui te font churn aussi, c'est les agences qui vont recommander leurs outils à eux, donc leurs partenaires. Donc ils vont te déconnecter pour connecter un autre. Mais ça, enfin bon, c'est de bonne guerre. Mais donc voilà comment on a fait pour trouver l'idée. Et, euh, et au final, on n'a pas suivi, si tu veux, le chemin classique qui est trouver un besoin, construire une solution pour le besoin. On a un petit peu tâtonné, et ce qui fait qu'on s'est un peu perdu. On a mis 6 mois à générer le premier euro. Et c'est super long, en fait. Ouais, Et donc, faut s'accrocher. Et après, bah, c'est parti direct, et on n'avait plus vraiment le problème. Mais le début était chaotique parce qu'on essayait de refourguer un truc que personne voulait. ok. Et t'as trouvé tes premiers clients avec ta communauté existante ou t'as fait du call DM? Ouais, j'ai fait du cold DM. J'ai trouvé, je crois, 2 ou 3 clients sur 500 dans ma communauté, mais parce que j'ai pas poussé. Et en même temps, c'était bien aussi de me prouver à moi-même que bah, je pouvais monter un truc de zéro. Et maintenant, je sais que je sais le faire. Donc ouais, non, c'était du Wallaxy, c'était du Instantly. euh, et en fait, c'était vraiment essayer de parler au maximum de personnes. Hmm. Enfin, tu vas sur LinkedIn, tu trouves des mecs, tu leur poses des questions et tu vois si ça fit. Ouais. Donc, ce que tu faisais, c'est que tu allais contacter des owners d'agences d'e-com. Tu contactais pas directement la brand e-com. Par exemple. Contacter les brands, moi. Ouais, ouais, je contactais direct les brands, tout le temps. Direct la brand. Donc, par exemple, tu vois un site e-com pour du maquillage. Tu check quel est leur email de support ou quoi et tu vas les contacter. Ça, je l'ai fait dans un second temps. Dans un premier temps, c'était vraiment du LinkedIn.
Donc j'ai fait du content, j'ai fait quelques posts sur WhatsApp, ça a bien pris. J'allais contacter les gens qui likaient les posts sur WhatsApp de tout le concurrent aussi, pour voir un petit peu, discuter avec eux. Et c'est comme ça qu'on a trouvé les premiers users. Les premiers users, on les faisait pas payer. Puis dès qu'on a vu qu'ils avaient des résultats de dingo, bah, un use case, et puis ça, c'est Ouais. parti très rapidement. Ouais, et quand tu as des use cases où les gars gagnent vraiment d'argent, après quand tu fais un démo call, c'est très facile de convaincre les gens. Ouais, carrément. Et puis nous, on avait une cliente qui criait sur tous les toits que ça fonctionnait. Donc en fait, on s'en servait en use case, on utilisait son nom, ses résultats, elle était d'accord. Et bah voilà, enfin, il y a rien d'autre à dire. Et en fait, toutes les marques concurrentes le voyaient, se disaient, OK, ben nous aussi, il faut qu'on fasse ça. Mm. Euh, donc ouais, non, c'était Ouais. extrêmement bien. Il y a un effet de mimétisme un peu. Ah Tu oui. vois ce que le voisin fait, tu fais pareil. Carrément, ils ont peur de rater. Et en fait, très souvent, en e-commerce, les sites se checkent beaucoup entre eux. Mm. Et donc, quand ils vont sur un site et qu'ils voient qu'il y a un pop-up WhatsApp que eux n'ont pas, ils vont essayer de réfléchir, ah bah ok, c'est quoi la solution derrière? Je vous ai vu sur ce site. Et nous, on avait un hack qui était sur le pop-up WhatsApp, il y avait écrit Powered by Coco AI. Et en Mm. fait, tous les concurrents checkaient et Mm. ça fonctionnait comme ça. Ça me fait penser à l'astuce qui était utilisée par ClickFunnels. C'est Où, pareil. en bas d'étage, il y avait un lien, et ouais, c'était un lien d'affiliation. Et ouais, c'est pas mal comme technique. System.io l'a repris d'ailleurs. Ouais, ouais, complètement. Ok. Et du coup, t'as scale uniquement avec du call DM pour... Alors, la grande majorité au début, c'était du cold email et du Wallaxy, donc sur LinkedIn. Ouais. Vraiment, enfin, j'ai mis les moyens quoi, en termes de volume. Et après, dès que j'avais un client, je lui demandais, OK, en fait, je faisais donc un call démo pour lui présenter la solution, un call d'onboarding où je lui faisais le setup de tout. Et 10 jours après qu'il était en board, je faisais un call, un point en fait, des 10 premiers jours. Et très souvent, bah, la solution elle marchait bien, donc il avait des bons résultats. Et je lui demandais, bah, est-ce que tu pourrais me recommander un ou deux clients qui utilisent la solution? Et très souvent, les mecs me faisaient des intros. Et donc petit à petit, bah, t'élargis ton cercle. Mais Hmm. c'est vrai que le call d'email, j'ai envoyé plus d'1 million d'emails uniquement sur le marché Ouais. francophone. Ok. Euh, Et le marché francophone, il y a 65 000 Shopify, je crois. Donc, ils ont eu à peu près 15 emails chacun, ce qui est énorme. Mais si je bookais des calls dans tous les sens, quoi. Je bookais 4-5 calls par jour. Euh, et donc, ça fonctionne du feu de Dieu. Les relances LinkedIn, ça marche bien aussi. Le seul problème, c'est que tu es limité à, je crois, c'est 200 invitations par jour. Enfin, les limites sont assez basses, donc tu as vite fait le tour. Mais le call d'email, c'était de la folie. Et après, dans un second temps, ce qu'on a fait, c'est que bah, vu que tu as une base client, que tu as acquéri un peu. Bah, au début, franchement, même s'il faut prendre le téléphone, tu fais tout ce que tu peux pour obtenir des clients. Et après, on a fait du content, on a pris quelques influenceurs et on a grossi comme ça. Mais il y a un moment où on envoyait je sais plus combien d'emails, j'appelais 100 personnes par jour et on avait bah, LinkedIn. Et le tout cumulé, ça fait que forcément, tu as des points de contact, quoi. Hmm. Et en termes de volume, t'as géré ça tout seul ou t'as une équipe, t'as mis une personne pour chaque élément? Euh, LinkedIn, on était deux. L'email, c'était moi, tout seul. Et le cold call, je l'ai fait au début. Et dès que j'avais le script qui fonctionnait, j'ai pris quelqu'un. Donc j'ai pris un freelance qui. Et donc en gros, la journée du freelance, elle était remboursée ben, quasiment dans la journée. Et après, les gens, ils restaient abonnés, donc c'était intéressant. Hmm. Ouais. Ah, c'est l'avantage de ce genre de SaaS. Une fois que la personne est abonnée. Ouais, le churn était très bas. On était à 3-4%. Donc bah voilà, les gens, ils restent. Ok, super. Et du coup, par la suite, t'as exit ce SaaS. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as juste une offre et tu as dit OK, ou est-ce que tu as posté une annonce sur une plateforme type acquire.com, etc. Alors, j'ai essayé de poster sur les plateformes. Le problème, c'est qu'on n'avait pas un an de revenus. Ok. Et si t'as pas un an de revenus, eh ben, t'es embêté, quoi. Ils vont me dire, OK, mais comment on sait que votre business, il est pas éphémère, etc. Donc assez problématique. Donc nous, ce qu'on a fait, en fait, à un moment, on a vu qu'on scalait bien. On était quatre dans l'équipe. Mhm. Et on s'est dit, OK, ça scale, c'est top. Mais on sentait qu'à 4, il y avait quand même mieux à faire
que une app Shopify sur WhatsApp. Plus il y avait des plateformes risques. Donc on s'est dit, quitte à mettre autant d'énergie, autant repartir sur un projet où on sait qu'on va pouvoir le scaler beaucoup plus loin. Et en soi, l'e-commerce, c'était pas non plus mon sujet de cœur. Donc il y avait pas mal de petits trucs qui faisaient que j'étais content que ça scale, mais c'était pas non plus ma passion. Passé un certain stade. Donc je me suis dit, ok, on va essayer de vendre. Donc j'ai essayé les Acquire, les Empire Flipper et compagnie. Ça marchait pas. Enfin, ils nous disaient toujours d'attendre, ou alors ils nous cassaient les prix. Et j'ai trouvé, en fait, par pur hasard sur LinkedIn, un mec qui a posté un message en disant, voilà, je cherche à acheter un business entre 1 million et 10 millions. Je l'ai contacté, et en 1 mois et demi, top chrono, on a fait le deal. Donc c'est allé hyper vite. J'ai utilisé Casper, j'ai scrappé son numéro de téléphone, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp, et 1 mois et demi après, c'était fait. Et il avait acheté le projet. Donc c'est allé super vite, et puis ben, nous, ça nous permet d'avoir des fonds pour relancer quelque chose beaucoup plus fort par la suite. Et cette fois-ci, pas à 4, mais seulement à 2 ou 3. 4, c'est beaucoup. Il faut vraiment viser le projet énorme si tu veux exit et faire beaucoup d'argent. Et on était quand même assez limité parce que, en fait, une app Shopify, déjà, c'est assez limité, mais tu as des gens qui peuvent faire des dizaines de millions. Mais là, on était sur du WhatsApp. Donc, WhatsApp, t'as pas les États-Unis. Donc, tu coupes déjà le marché Shopify en deux. Et WhatsApp, c'était à double tranchant, quoi. L'API, elle était vraiment. Ils peuvent resserrer les vis à tout moment. Enfin, il y avait un double plateforme risque qui était compliqué. Et je veux pas me réveiller un jour et plus avoir de business. Donc, Ouais, le jour où Meta te dit non, c'est mort. bah ouais. Et en fait, il le faisait déjà au niveau des clients, donc c'était assez complexe. Le mec, pour utiliser notre solution, devait connecter son business manager. Et donc, tu as plein de gens, ils utilisent des BM d'agence ou des BM thaïlandais ou autres. Bah, ça marche pas. Donc, Meta bloque leur business manager WhatsApp. Et donc, bah, on a eu plein de cas de figure où tu as des clients qui veulent payer, ils peuvent pas, et c'est extrêmement frustrant. Donc voilà un petit peu l'envers du décor, ce qui fait qu'on était très content de vendre et aujourd'hui je suis content d'être passé à autre chose, mais c'est un beau projet qui apportait des super résultats aux clients et ça c'est cool. Ouais, ouais, ça c'est l'avantage. Ouais. Euh, du coup, c'est quoi tes futurs plans dans les SaaS? Qu'est-ce que tu as envie de build? Est-ce que tu es là pour faire un exit? Est-ce que tu es là pour faire du cash flow? Ben là je teste des trucs. J'ai remonté un SaaS en une dizaine de jours sur des avatars IA. J'ai testé. Donc mon but là c'est de tester un maximum de projets très rapidement. J'ai fait pas mal de démos avec Coco AI, j'ai fait plus de 500 démos en un an, et donc là, mon but, c'est plutôt de faire un SaaS en mode self-serve. Donc, j'ai pas forcément envie d'avoir tout le monde au téléphone. Je préfère me concentrer sur la croissance, en fait, que sur ça. Et le but, c'est cash flow et exit à la fin, clairement. Donc les deux, pas de VC, pas de fonds, pas trop d'employés. Enfin, je veux rester une team moins de 15 personnes. Et je pense que c'est un peu la méta des SaaS là actuellement, c'est des petites équipes qui vont ultra vite, ce qui est très très fort. Et c'est une période magnifique pour les SaaS. Par contre, beaucoup de gens disent que la barrière d'entrée elle s'est abaissée avec l'IA. Ouais. C'est vrai pour la tech, mais pour tout le reste, la barrière d'entrée elle fait que monter quoi. Il y a une concurrence énorme, il y a beaucoup de SaaS, faut dépenser beaucoup en marketing, faut être bon en marketing. Donc en gros, les barrières d'entrée, enfin, elles se sont abaissées à certains endroits et elles remontent très très fort à d'autres. Donc finalement, le marketing devient peut-être de plus en plus important dans le business des SaaS. Avant, c'était pas forcément le cas. Ouais, je pense. Bah, je pense que c'était déjà un peu le cas, mais sans tech, tu pouvais rien faire. Aujourd'hui, tu peux déjà commencer à bidouiller des trucs ben, juste avec Lovable ou autre. Donc c'est sûr que là, aujourd'hui, je pense que le marketing, ça va être c'est le plus gros focus, avec probablement une image de marque aussi pour donner un peu comment dire, un aura à ton SaaS, enfin, il soit reconnu. Mais ça m'étonnerait pas que tu vois des ClickFunnels ou des Podia ou des trucs comme ça, il y ait des teams de 5 qui puissent le reproduire en 6 mois, très très vite. Instant promo, si vous voulez que j'analyse votre SaaS sur ma chaîne YouTube et que je vous explique comment augmenter votre MRR, comment améliorer votre UX UI, comment réduire votre churn, vous pouvez candidater dans la description à Pimp My SaaS. Il faut juste remplir un Google Form, c'est assez simple. Et si vous voulez plus d'infos sur les SaaS, plus de conseils, pensez aussi à rejoindre mon canal Telegram qui est aussi dans la description. Bon visionnage. C'est un peu tout ce qu'on voit avec les SaaS IA. C'est des trucs très simples, mais qui font du cash flow très rapidement.
Ouais, mais tu vois, j'ai lisé un post de Rassem. Rassem, il a Legal Place. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, grosse boîte. Et lui, il disait que ce genre de business, c'était un peu un mirage. Enfin, le SaaS AI, où l'AI est la majorité du produit, ça veut dire que tu vas avoir une forte croissance, tu vas avoir une forte traction au départ, mais c'est plus de la curiosité. Et en fait, les gens vont jamais rester et tu résous pas de réels problèmes pour tes Ouais. utilisateurs. T'es un nice to have et donc ça passe très très vite. Donc tu peux en fait prendre la vague et tout le monde met sa carte pour voir, mais derrière tu vas pas construire de SaaS pérenne. Donc il faut faire quand même attention aussi à ces SaaS IA. Et là, c'est ce que enfin, je viens de lancer un SaaS qui s'appelle Goji Berry pour faire de l'avatar AI. Et en fait, on n'a jamais eu autant de gens qui s'inscrivent. Enfin, j'ai jamais vu ça dans aucun business. Aujourd'hui, j'ai eu 5000 visites sur mon site. Ouais. J'ai eu 2000 personnes qui se sont inscrites juste avec un post LinkedIn. Donc, c'est des trucs de fou. Derrière, on a très peu de personnes qui ont mis la carte déjà. Et à mon avis, ceux qui ont mis la carte vont pas rester longtemps. Ouais. Donc, faut faire attention. Et je pense que le piège, c'est de se lancer dans des SaaS IA alors qu'il y a plein de problèmes un peu ennuyeux à résoudre et où tu vas rajouter une petite couche d'IA et ça va être la petite touche en plus. Mais quand l'IA, c'est ton projet, Ouais, c'est ça. c'est dur, quoi. Faire de l'IA pour faire de l'IA. Bah, en fait, ça peut le faire. Hein. Là, il y a des mecs qui ont lancé Ad Creative il y a 2 ans. Ils ont 35 millions d'ARR en 2 ans. Ils ont vendu 38 millions. Euh, bon, tu vois, déjà, le multiple, il est pas ouf. Donc, à mon avis, ça devait churner énormément. Mais les mecs ont fait un hold-up en 2 ans. Donc, si t'es en mode hold-up, pourquoi pas? Franchement, ça peut le faire. Mais le pari me semble un peu risqué. Ouais. Ouais. Tu vois, je pense à par exemple Submagic qui ont pris la vague de l'IA dès le début. Aujourd'hui, ils sont à plusieurs millions d'ARR. Ouais. Donc, il doit y avoir un churn élevé, hein, c'est sûr. Il y a plein de curieux qui testent, plein de créateurs de contenu qui, ok, ils vont poster un short, mais ensuite ils arrêtent, et du coup, le churn est énorme. Mais la demande, en fait, elle est tellement forte, Ouais. ça fait quand même de l'argent, quoi. Et aussi, il solve une problématique qui était relou. Hein. Moi, je payais 30 euros enfin, les sous-titres de Ouais. short à un moment, par short. Là, ça te revient à moins d'1 euro. Donc en fait, ils résolvent quand même un problème qui est Ouais. bien violent. Alors que si tu fais, je sais pas moi, de l'avatar IA pour tes ads, tu peux être remplacé par le stagiaire, tu vois, par exemple. Enfin, normalement, c'est plutôt l'avatar IA qui remplace le stagiaire. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas indéboulonnable. Euh, et donc, c'est plus compliqué. Donc là, c'est ce que je viens de voir avec mes tests. Euh, et donc, je vais probablement repartir dans un truc bien chiant et bien, mais au moins qui résout un vrai problème. Donc plutôt B2B? Ouais, probablement. Mais alors, là, je suis en train de lister des idées. C'est un peu long, mais c'était bien de tester ce petit SaaS AI. Et franchement, je pense que en lead magnet, il y a moyen de faire des trucs absolument incroyables sur ces SaaS IA parce que ça attire une tonne de monde. Enfin, 5000 personnes sur le site d'un coup, ça coûte cher en ads, quoi. Surtout que là, ça nous a fait un peu marrer parce que t'as des mecs de Lemlist, t'as des mecs de Alan, t'as des mecs de toutes les grosses boîtes qui font vraiment de l'argent qui se sont inscrits sur notre SaaS aujourd'hui. Donc ça attire vraiment des profils quali et puis bah, derrière, ça convertit pas. Mais en lead magnet, ouais, il y a moyen de faire des trucs sympas, je pense, avec ce genre de C'est petits. que t'as juste pris un influenceur sur LinkedIn et tu lui as fait poster quelque chose, c'est ça? C'est moi qui ai posté en fait. C'est moi qui ai fait un post. Ton compte, ok. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, c'est assez facile si tu enfin, si tu parles d'IA de partir ultra viral. Mais Mhm. derrière, bah, c'est pas dit que tu fasses vraiment de l'argent. Ouais. Donc retour aux first principles, régler un vrai problème. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Et- Euh, et ouais, je discute avec plein de mecs qui font des SaaS. euh, et il y a des mecs qui font vraiment des trucs bien, quoi, pour régler des problèmes. Par exemple, il y a un mec, il voit sa voisine qui a un business pour arroser les plantes de ses voisins. Elle a un Shopify. Et c'est une galère parce que pour prendre rendez-vous pour que cette dame-là vienne arroser tes plantes, faut l'appeler. Tu peux pas booker. Il développe une application qui permet un calendar pour Shopify.
Donc, tu arrives sur le site de la dame, tu lui dis, OK, j'habite là, à telle heure, venez arroser mes plantes, et tu payes sur le site. Ça n'existait pas. Son app, elle fait 1 million d'ARR en très peu de temps. Tu vois, là, tu résous du vrai problème où IA, pas IA, en fait, on s'en fout. La dame, elle a besoin de son calendrier. Et donc, c'est vraiment ce genre de truc, à mon avis, qu'il faut viser pour du long terme. Et le mieux, c'est quand ton client, il est dépendant de ton SaaS, et ton SaaS, c'est une question de vie ou de mort pour le business. Genre un système IO, Ouais. personne peut partir. Ce genre de business, c'est incroyable. Ouais, ça compound. Ouais, carrément. Et pour trouver tes idées de SaaS potentielles à lancer, tu fais comment? Est-ce que tu te demandes, OK, quels sont mes problèmes dans ma vie de moi de tous les jours? Est-ce que tu regardes ce qui marche déjà aux US, par exemple? Ou comment tu trouves ces idées-là? Ben, soit effectivement, je regarde les SaaS qui font beaucoup d'argent en Europe, mais aux États-Unis, et les problèmes qu'ils résolvent. Ça me permet de me dire, OK, il y a un marché. Et après, je regarde mes problèmes à moi ou les problèmes des gens avec qui je discute. Ouais. Après, mes problèmes à moi, c'est toujours un peu biaisé parce que tu sais pas si c'est vraiment la majorité des gens, mais j'aime bien, par exemple, là, ce qu'on a fait sur Goji Berry, c'est qu'on a interviewé une dizaine de personnes pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils attendaient avec les avatars pour leur business. Et ouais, non, le mieux, c'est de trouver une cible et de leur demander, si tu identifies un problème, leur demander, OK, est-ce que tu as ce problème-là? Dans quelle mesure c'est un vrai problème pour toi? Et là, c'est intéressant. Euh, et c'est comme ça que tu construis ta base de premiers users, et puis après, tu peux grossir et tu construis ton ICP. Et derrière, c'est assez simple d'identifier à qui tu veux vendre. Ouais. Hmm. Et après, une fois que tu trouves une idée qui est pas mal, tu essaies de la tester le plus rapidement possible avec un MVP. Ouais. Donc ça prend, tu mets tous tes efforts dedans. Et est-ce que tu t'essaies de scale jusqu'au bout ou tu scales à un certain moment, tu te dis ok, j'en fais un autre pour faire une sorte de multitude de ça, une sorte. Moi, je sais pas faire plusieurs projets en même Ouais, temps. ok, donc toi tu focuses Ouais. sur un kiff. Ouais, ouais. Ouais, je trouve ça trop dur de scaler plusieurs trucs. Parce que si t'es contre quelqu'un qui est focus sur une seule idée, Hmm. ça, c'est un peu prétentieux de se dire j'ai 5 SaaS, Ouais. je vais le battre, quoi. Ou à moins d'être vraiment un génie, mais c'est pas mon cas. Hmm. À mon avis, ça dépend aussi de quel type de SaaS. Pour un SaaS B2B comme ça, qui règle un vrai problème, peut-être plus compliqué, mais pour des SaaS IA, tu vois, qui sont très simples à faire, Ouais. potentiellement, tu peux en créer 5. Les channels marketing, c'est un peu toujours les mêmes. Les influenceurs, tu les connais. Tu peux même faire du cross-sell entre chaque SaaS. Tu as l'estimate de SaaS qui envoie sur ce SaaS-là, qui envoie sur ce SaaS-là. Et comme ça, tu peux faire un petit truc. Je pense que ça peut le faire. C'est ce que fait Level SEO. C'est un mec sur Twitter. Il fait que ça. Et j'avoue que je suis carrément admiratif parce que le mec a je sais pas combien de SaaS qui tournent. C'est incroyable. Ouais. Mais voilà, après, c'est des mecs qui ont des gros following déjà. Il faudrait voir dans quelle mesure c'est pas ces followers-là qui achètent chez eux. Donc moi je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais ça se trouve c'est que du love money, et c'est pas la même chose. Vendre à une communauté et vendre à un parfait inconnu, ça n'a rien à voir. Mais effectivement, ouais, il y a des mecs comme ça, ils sont tout seuls, ils ont des équipes full freelance, et ils arrivent à avoir 5 SaaS à 100 000 euros par mois. Et c'est incroyable. Mais déjà, en faire un, ouais, c'est pas mal. Après, c'est pas des gens qui vont monter des SaaS à plusieurs millions par an, ou plusieurs dizaines de millions par an. Ouais. Ça reste du micro SaaS. Ouais, c'est du solopreneur, c'est. Mais c'est incroyable. Ça Ouais. reste totalement fou, hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Euh, une question qui peut être intéressante pour les gens qui nous regardent, c'est la question du dev. Parce que je pense qu'il y a plein de marketeurs qui ont envie de lancer leur SaaS, mais ils se disent comment je fais pour trouver un bon dev et comment je sais si c'est un bon dev ou pas, parce que moi-même je ne sais pas coder. Donc toi, comment tu as fait pour trouver des bons devs? Comment tu bosses avec eux? Est-ce que tu es Ouais. associé? Est-ce que tu les payes? Moi, je me suis toujours associé avec mes devs parce qu'en fait, je trouve ça plus simple pour avoir un mec qui est vraiment 100% dedans. Après, tu peux payer des mecs très chers, mais moi, je préfère m'associer. Et après, j'ai envie de te dire, tu le vois très vite si le mec est bon ou pas. Euh, Nous, ce qu'on fait, c'est avant de créer une boîte. Là, par exemple, sur Gojivery, la boîte, elle n'est pas créée, c'est un nouveau dev. Je lui ai soumis le projet et après, je vois comment il bosse. Je vois comment il réfléchit, je vois comment il implémente.
Et si le mec, tu vois qu'il a faim et que à 23h, il t'envoie des messages, il ship, le truc, ça fonctionne, c'est nickel, il n'y a pas de bug, ok, tu peux te dire que c'est déjà une bonne base. Après, t'es jamais à l'abri que le mec pète un plomb ou qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, c'est plus facile de remplacer un employé qu'un associé. Mais moi, c'est vraiment ça, c'est voir comment le gars se débrouille et, euh, et à quelle vitesse il est capable de tenir ses engagements. Et puis aussi, tu as le côté humain. Est-ce que ça fit bien côté humain? Est-ce qu'on peut bien s'entendre? Mais clairement, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément de budget, je pense que mettre ses économies pour payer un dev, c'est la pire erreur parce que ça va pas le faire. Vous n'allez pas maîtriser. Enfin, le mec, il va pas être à 100%. Et c'est normal, il est pas associé, quoi. Donc le mieux, c'est de trouver un mec qui a à peu près les mêmes capacités financières que vous, mais qui a la compétence dev, et puis d'y aller comme ça petit à petit. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Enfin, je connais peu de gens qui ont réussi sans s'associer au dev. Euh, Maintenant, Systemio, par exemple, il s'est pas associé et ça fonctionne très bien. Donc, Ouais. C'est vrai, ça. mais la contrepartie, c'est que tu payes tes devs très cher. Ouais. Enfin, cher, quoi. Ouais, tu prends un risque financier parce qu'avant même d'avoir lancé et de commencer à vendre, entre guillemets, t'es déjà en négatif, t'as déjà perdu de l'argent et du coup, Exactement. Par contre, à la revente, tu as 100% des parts, quoi. c'est sûr. C'est un, c'est un, un arbitrage à faire, mais moi, clairement, ouais, je préfère avoir un mec avec qui échanger, un mec qui est agile. Et puis voilà, un associé, tu peux lui envoyer un message à 3h du mat, change ce bouton. Ouais. Un salarié, c'est mort, tu peux pas faire ça. Enfin, personne n'a envie d'être salarié et de faire des trucs pareils. Donc voilà, non, le dev, c'est vraiment et c'est la pièce maîtresse. Je dirais que le dev, euh, il est aussi important que le marketing, mais vraiment, un très bon dev, ça change tout, quoi. Quand le dev exécute aussi vite que le marketing, c'est magnifique. Enfin, t'as une sorte de symbiose qui est excellente. Euh, Quand tu tombes sur des devs qui sont soit pas bons ou soit de mauvaise foi, franchement, ça enlise absolument tout le projet. Ouais, ou qui sont lents pour implémenter une nouvelle feature et en fait, tu peux pas tester. Du coup, t'as aucune manière d'améliorer vraiment le produit. Ouais, ouais, et puis t'as aussi des devs, ils te donnent des deadlines, et en fait, les Ouais. deadlines sont jamais respectées. Et ça, c'est un énorme red flag. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va t'annoncer une deadline, ça sera pas bon. Et ça, c'est un gros problème. Hmm. Ouais, clairement. Je pense aussi pour les gens qui nous regardent, si vraiment ils connaissent personne niveau dev, ça peut être intéressant d'aller dans des communautés un petit peu SaaS, solopreneurs, etc. pour parler avec des gens et peut-être trouver un dev là-bas. C'est vrai qu'il y a des gens, ils connaissent juste pas de dev en fait. Ouais, clairement. Et mon conseil aussi, si vous êtes en France, c'est prendre plutôt un dev francophone. C'est compliqué sinon de discuter. Et d'éviter, alors c'est peut-être pas politiquement correct, mais moi j'éviterais les devs indiens, Mm. pakistanais, euh, parce qu'en fait la communication elle est vraiment très très compliquée. Vraiment, t'as plusieurs, en fait, et t'as des devs d'un peu partout dans le monde. Moi j'ai travaillé avec des devs ukrainiens, des devs marocains, des devs français, des devs américains et des devs indiens ou pakistanais. Culturellement, en Inde et au Pakistan, c'est très très compliqué. Ça, tu vas pas payer cher, mais derrière, ils vont te dire oui à tout. Enfin, vraiment, c'est pas fou. Les devs américains sont hors de prix. Donc déjà, ça trie. Les devs français sont très bons. Tu vas bien communiquer, c'est cher, mais au moins, tu es sûr d'avoir des mecs, c'est à peu près carré. Et je pense que le bon compromis, c'est les devs d'Europe de l'Est. Ils sont vraiment excellents, ils sont moins chers. Et niveau communication, c'est au top, quoi. C'est à peu près la même culture. Et au Maroc aussi, tu peux trouver des très bons devs, mais j'ai pas une expérience énorme. Mais vraiment, voilà, si vous vous associez 50-50, prenez un dev avec qui vous pouvez discuter Ouais. enfin, voilà, qu'il y ait des facilités de communication quand même, parce que ça devient vite compliqué. Mm. Et une fois qu'on a déjà bossé avec un dev et ça s'est bien passé, il suffit de Ouais, rebosser avec et ça rend les choses plus faciles. ouais, ouais, carrément, carrément. En fait, c'est ça aussi, c'est une association avec un dev, tu vas monter une boîte, si tu fails la boîte, tu repars avec la même équipe et tu gagnes énormément de temps, tu connais les automatismes. Donc ouais, non. Et puis, quand tu as trouvé des gens qui savent bosser et qui veulent bosser, pour moi, t'as fait le plus dur, quoi.
Parce que c'était dur hein, de trouver des gens qui en veulent vraiment, qui vont qui vont au combat tous les jours, qui vont pas être juste un peu motivés. C'est clair. Et une fois que tu as ça, c'est vraiment bien. Je dirais que le dev est peut-être plus compliqué que le marketeur à trouver, mais trouver un bon marketeur, c'est pas non plus simple, hein. Ouais. Un mec qui va ramener des sign-up pour le SaaS, etc., ça court pas les rues non plus. Donc, enfin, moi, à titre perso, au début, je courais après les devs. Enfin, je demandais à pas mal de devs. Et après la revente de Coco, j'ai eu pas mal de devs qui m'ont contacté pour s'associer sur certains projets. Donc, c'est intéressant aussi. Ça montre que bah, le marketeur, il a quand même une valeur. Et dans tes teams, tu m'as dit 2 ou 3. Ouais. Du coup, vous avez quoi? Un dev, 2 marketeurs Ouais, ou... c'est ça. Ok. Ouais, sur Goji, on est un dev et 2 marketeurs. Euh, et sur Coco, on était 2 devs, 2 marketeurs. Ok. Ce qui fait qu'on a pu avancer assez vite quand même. Ok. Ouais, donc vous répartissez les tâches marketing. Vous êtes tous les deux dans l'exécution? Ouais. Ouais, c'est ça. Mais il y en a un qui était plus dans l'inbound et l'autre plus dans l'outbound. Et ouais, non, il est excellent. Donc, enfin, mon associé au marketing, il est vraiment excellent aussi. Donc, comme le dev, donc vraiment, ça aide à aller beaucoup plus vite. Ouais. Avoir une bonne team, c'est extrêmement important. Ouais, ouais, c'est capital. Ouais, c'est ça. Et finalement, je pense que les deux choses les plus importantes, c'est avec quel team tu pars et sur quel projet tu te lances. Parce que tu peux être très intelligent, travailler beaucoup, 15 heures par jour. Si déjà de base, tu te lances sur une idée, sur un marché qui n'existe pas et tout le monde s'en fout, bah, t'as perdu d'avance. Tu pourras travailler autant que tu veux, t'as perdu d'avance. Et pareil, si tu te lances avec une team, les mecs sont pas motivés, ils travaillent 1 heure par jour, même pas, bah, en fait, ça, c'est déjà perdu d'avance. Donc, Ouais, carrément. c'est... Carrément. Et c'est intéressant l'idée, parce qu'avec Coco, on a eu énormément de calls. Et des fois, on tombait sur des mecs, c'était des génies. Enfin, vraiment, ils avaient des projets totalement dingues en e-commerce, de gants contrôlés par la pensée, enfin des trucs de fou. Mais ça faisait 15 ans qu'ils bossaient dessus. Ils avaient eu je sais pas combien de levées de machin, mais il n'y a pas eu 1 euro de fait. Et vraiment, tu sentais que c'était chaud pour eux, quoi. Et effectivement, il n'y a pas de marché. Ils se sont jamais confrontés au marché en 15 ans. Enfin, c'était catastrophique. Donc oui, effectivement, construire un truc que les gens veulent, c'est enfin, c'est un no-brainer, quoi. Mm. Ouais. Et je pense que la manière la plus simple de voir si les gens veulent quelque chose, c'est que cette chose existe déjà, que ça fasse déjà de l'argent. Ouais. Chaque fois que je veux lancer un projet, maintenant, je regarde est-ce qu'il y a un concurrent qui fait au minimum 20 millions et Ouais. voilà. Parce que sinon, c'est trop chaud. Et pareil, parfois, il y a certains secteurs où tu te dis c'est prometteur, tu regardes, il y a pas mal de boîtes, mais personne fait de l'argent. C'est un peu présomptueux de se dire, ok, j'arrive, moi je vais réussir. Peut-être en vrai, mais bon, le risque, il est énorme. C'est ça. C'est une question de probabilité. Souvent, le débutant, il va se dire, ouais, il n'y a pas de compétition, du coup, c'est trop bien, j'ai un boulevard, je suis le nouveau Mark Zuckerberg, etc. Mais en fait, il y a quand même une probabilité élevée qu'en fait, s'il n'y a pas de compétition, c'est qu'il n'y a pas de marché, en fait. Ouais, exactement. Et un conseil pour ceux qui veulent lancer un SaaS et qui débutent, moi je m'adosserais à un écosystème existant, du style des apps iOS ou l'écosystème Shopify, parce que les clients sont facilement identifiables et il y a un écosystème qui t'amène du trafic en continu. Donc c'est beaucoup plus facile. J'ai vu beaucoup de devs qui avaient zéro connaissance en marketing et qui avaient des tonnes de downloads sur Shopify parce que bah, le store leur emmène des gens tous les jours. Et donc ça simplifie. Donc il y a un plateforme risque, mais ça simplifie énormément en fait bah, le travail de l'acquisition. Mm. Super intéressant, ça, c'est une bonne idée. Mais t'es plus capé par rapport à un SaaS qui dépend de rien et où Mm. tu peux aller plus haut. Mais l'app Shopify, franchement, c'était une bonne première expérience de SaaS parce que l'écosystème Shopify, il est vraiment bien, quoi. T'es vraiment, à partir d'un moment, quand tu rentres bien dans le store, tu commences à avoir des gens qui arrivent et qui payent sans que tu leur parles. Euh, et ça, ça a un coût, quoi, en marketing. Enfin, Mm. donc ça, c'est top. Et sur Shopify, c'est important, je suppose, d'avoir des bonnes reviews, de bien ranker en SEO. Ouais, ouais, faut jouer le jeu des reviews. Faut répondre à tout le monde tout le temps et ça permet bah, de ranker de plus en Tu plus vite. proposais une incentive à tes clients pour mettre une review?
jamais. Non. Non, non, jamais. Je leur disais, ça m'aiderait beaucoup si, Ouais. quand je les connais bien. Ouais. Mais l'incentive, non, jamais, parce Surtout qu'en fait, tu peux pas le faire déjà, et c'est un peu, je sais pas, c'est faire ban après. tu peux te faire ban, ouais. Ouais. Tu peux te faire ban, ils sont un peu chiants là-dessus. Mais par contre, ouais, le jeu de Shopify, c'est t'essayes de te choper un max de reviews, tu ranks de plus en plus dans le store, et plus tu ranks, plus ils t'envoient du trafic. Et c'est comme ça qu'après, tu arrives à faire pas mal de CA. Donc ça, c'est sur le trafic organique, entre guillemets, et puis après, tu peux continuer à faire ton outbound à côté. Mais quand tu as les deux, là, t'es vraiment fort. J'avais vu que les fees en plus sur Shopify sont pas mal parce que de 0 à 1 million, je crois qu'ils prennent 0%. Zéro. Ouais. Et après, ils prennent 15% sur tout ce qui vient après. Ouais. Donc, ils doivent se faire plaisir sur les clavios, etc. Ouais. Ils doivent prendre une bonne partie. Mais oui, non. Et puis, c'est. Enfin, la barrière de dev est assez basse si tu veux commencer sur les apps Shopify. Donc, tu peux débuter avec un dev qui est pas excellent et puis commencer à avoir des reviews. C'est de plus en plus dur, hein, comme pas mal d'écosystèmes. Mais franchement, il y a beaucoup à faire. Ok, super. Ok, ok. Bah écoute, je pense que c'est pas mal. On a vu pas mal de sujets intéressants. Je pense que ça va bien aider les gens. Top. Euh, Est-ce que t'as un petit mot de la fin pour les gens ou un conseil, un dernier truc, une leçon que t'as apprise, ou même un regret business, un Ouais. truc. Ouais, je peux en donner, je peux donner quelque chose. Ben, moi, le meilleur conseil, en fait, c'est de jouer long terme en business. De pas essayer de faire des coups ou alors de rentrer dans une hype. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai toujours regretté. Et à partir du moment que tu comprends que le business, c'est vraiment du long terme et de l'effet cumulé, tu commences à travailler différemment et tu réfléchis différemment au projet que tu commences. Euh, Exemple tout bête, demain, je vois que je peux rajouter, je sais pas moi, 3000 balles par mois en lançant un petit truc qui va me prendre quelques heures. Je vais pas le faire parce que c'est pas pérenne et le mois dans 5 10 ans, il va pas me dire merci d'avoir lancé ce truc-là. Alors que si je commence un business, un SaaS, et que j'ai de plus en plus de clients, j'ai de plus en plus de reviews, je construis un truc, bah, je sais qu'au bout des années, je vais construire un truc qui va vraiment valoir cher, avoir une valeur, apporter beaucoup de valeur aux gens. Et là, je me dirai merci clairement au bout de quelques années. Donc faire des coups comme ça, il y a une opportunité, OnlyFans, AI, on y va, il y a la crypto, le machin. En fait, je pense on a tous fait l'erreur. Mm. Et passer un moment, en fait, c'est pas. Enfin, c'est pas tenable dans le long terme de sauter de projet en projet. Mm. Donc vraiment, voilà. Et là, moi, je suis dans les SaaS et je pars plus des SaaS, quoi. Enfin, vraiment, il y a tellement à faire. Je trouve que c'est le meilleur business de loin de tout ce que j'ai fait en termes de stabilité, en termes de tranquillité. On se rend pas compte, mais la tranquillité d'esprit versus vendre de la formation en ligne ou être dans la crypto ou faire de l'affiliation, quand on est sur un SaaS, mais ça a rien à voir, quoi. Il y a jamais un mec qui va mal te parler, qui va te menacer, qui va te machin. Ça n'existe pas. Et donc rien que ça, dans la vie de tous les jours, mais en fait, ça change tout. Euh, donc, t'es dans des business où c'est quand même assez bienveillant. Et donc, bref, tout ça, petit aparté pour dire que jouer long terme, c'est plus intéressant toujours. Et plus on commence tôt, mieux c'est. Super. C'est un bon mot de la fin. Bah, merci Axel pour le. À toi. Et est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part Oui, sur Twitter. J'ai un Twitter en anglais où je parle de SaaS. Bah, je te l'enverrai. Ouais, je le mettrai dans la description. Parfait. Abonnez-vous. Voilà. Super. Merci. À la prochaine. Ciao. Salut.